C'est le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple, disait Zola à propos de l'Assommoir, conscient de l'épaisseur qu'il venait de donner à la littérature. Enfin, on ne faisait plus parler le peuple, on le laissait parler. Après lui, quantité d'œuvres, d'auteurs prendront la mesure de cette révolution, de Céline à Aragon. On ne peut plus ignorer qu'il y a là des millions de gens qui vivent, qui bruissent dans l'ombre. Plus que la littérature, Zola a façonné un imaginaire, a infusé le cinéma dont il aimait la nouveauté, mais aussi l'histoire à laquelle il a amené une matière de premier ordre grâce à son éthique de travail. Surtout, il a profondément transformé notre regard sur ces gens qui ne parlent pas, en faisant des héros, des sujets, il a interdit qu'on dise qu'ils ne sont rien. Et aujourd'hui, pour nous parler de l'Assommoir, nous sommes en compagnie de Clémence. Bonjour Clémence. Salut. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, je dévore les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là? Il y a eu Rimbaud. Avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous résumer l'Assommoir ? Oui, alors l'Assommoir, c'est le récit de la vie de Gervaise Macquart. Gervaise qui est ouvrière parisienne, plus précisément blanchisseuse. Et donc on suit sa vie du moment où elle arrive à Paris, puisqu'en réalité elle est originaire de Plassans, qui est une petite ville du sud inventée par Zola. Donc sa vie depuis son arrivée à Paris jusqu'à sa mort à la fin du Second Empire. À quel âge et comment t'as découvert ce livre-là ? Je l'ai découvert en classe de première. Donc en première, on a 16 ans, je pense. Pas loin, Si on c'était a- redoublé après. Non, mais pas non plus sauter de classe. Donc en classe de première, en cours, on avait étudié l'Incipit de l'Assommoir. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, du coup, avant le podcast, que c'était une des seules œuvres qu'on a étudiées en cours dont je me souvienne avec autant de précision. Parce que c'est là où j'ai compris ce que c'était que l'Incipit, en fait. Donc je me souviens notamment des espèces d'effets d'annonce qu'on trouve dans l'Incipit par rapport aux thèmes qui ensuite seront structurants dans le roman. Et je me souviens notamment la prof qui nous expliquait que la couleur lit de vin de l'hôtel Boncoeur où se trouve Gervaise, ça annonce le thème de l'alcool, par exemple, qui sera structurant. Donc voilà, découverte en classe de première. Donc c'est des souvenirs finalement déjà très précis et très littéraires. Oui. Et c'est cette œuvre-là, la première, qui a marqué un peu cette compréhension de la littérature. De la littérature, je pense pas, parce qu'en réalité, en première, je lisais quand même déjà beaucoup, alors pas forcément des classiques, mais en réalité, si quand même. Parce que déjà, j'étais en première L, et qu'on l'avait étudié, c'était dans la seconde moitié de l'année, je pense. Donc si, j'avais déjà quand même un peu lu, mais en tout cas vraiment sur, pas la littérature, mais l'analyse de texte en tant qu'exercice. Oui, je pense que là, c'était le premier texte où vraiment j'ai compris pleinement les enjeux de ce qui nous était demandé. Ok, finalement, la littérature comme pouvant être autre chose qu'un divertissement. Oui, exactement. Comme un objet plutôt scientifique, avec des règles de méthode, des attendus, etc. Et justement, c'était quoi ton rapport à la littérature avant ça, à la lecture même en général ? Je dirais que c'est un rapport assez proche quand même, parce que j'ai toujours vu des gens lire, que dans ma famille, tout le monde lit, que j'ai grandi sans la télé aussi. Donc chez moi, c'était normal de lire, mais vraiment du coup pour se détendre comme divertissement. Et c'était pas un rapport vraiment savant à la littérature, parce que mes parents n'ont pas du tout fait d'études littéraires et ne s'intéressent pas non plus, je dirais, à la littérature en tant que telle, mais c'est lire pour se divertir. Est-ce que tu as des souvenirs des conditions, on va dire, physiques, matérielles dans lesquelles tu as lu ce livre-là ? C'était dans les lieux habituels dans lesquels tu lisais chez toi, ou tu as des souvenirs précis de lecture ? Alors en fait, c'est un livre que j'ai découvert, je dirais, en plusieurs moments. Donc il y a d'abord eu en classe de première, quand on a étudié, mais uniquement l'Incipit, et où là, ça m'a donné envie de lire le reste du livre. Je l'ai lu du coup ensuite entièrement. Enfin, non, en fait, je l'ai lu ensuite. Je pense que c'était entre la terminale et la prépa, la première année d'études supérieures. Et là, je l'ai lu, c'était chez moi, donc classique, je pense dans mon lit ou sur mon canapé, je me souviens pas exactement, j'ai pas de souvenir marquant de cette lecture. Lecture que j'ai détestée et que j'ai abandonnée très vite. Et ensuite, je l'ai relu donc, entre mes deux agrégations.
Donc ça fait entre ma 6e et 7e année d'études du coup. Et là, je l'ai lu à la plage. Donc un contexte dont pour le coup je me souviens vraiment très très bien. Parce que c'est plus récent, mais aussi parce que c'est cette lecture-là en réalité qui m'a marquée beaucoup plus que la deuxième que j'ai faite et que je n'ai pas aimée. Selon toi, de quoi ça parle, l'Assommoir? Au-delà des résumés, au-delà de tout ça. Je pense que ça parle à la fois d'une femme, parce que le récit serait complètement différent si c'était un homme évidemment, et d'une femme ouvrière, et d'une femme ouvrière à Paris. En fait, je pense que c'est vraiment 3 mots-clés qu'on trouve dans tous les résumés, mais qui en fait font vraiment le sel de l'œuvre, parce qu'elle serait totalement différente si le récit s'était déroulé ailleurs, et si Gervaise n'avait pas été ouvrière blanchisseuse, et si elle n'avait pas été une femme. Donc je dirais vraiment une femme ouvrière à Paris. Ce qui est finalement peut-être la définition la plus... Enfin, qui coche toutes les cases de, on va dire, la domination, quand il s'agit de faire, quand justement il dit qu'il fait un livre sur le peuple. Ouais. Finalement, à cette époque-là, alors, il y avait encore le travail des enfants, donc peut-être qu'un enfant, ça aurait été encore plus le cas. Oui, ou des immigrés, par exemple. Voilà. Mais là, il y a quand même cette dimension-là de dire on prend l'échelle quand même la plus basse. En plus, il y a de quoi voir le retournement de ça, puisqu'elle-même deviendra commerçante. Enfin, Tout à fait, elle ouvre sa boutique. voilà, donc il y a aussi ce renversement-là, la violence elle-même qu'elle exerce sur les gens qui sont en dessous d'elle. C'est surtout finalement des rapports sociaux. Oui, parce que je dirais que le roman, en tout cas dans le ressenti que j'en ai eu, est vraiment structuré autour de 2 axes qui en réalité sont très étroitement entremêlés, qui sont d'abord sa vie professionnelle, donc sa vie d'ouvrière, qu'on voit évoluer du moment où elle arrive à Paris où elle a rien. Effectivement, ensuite, elle connaît une forme d'ascension sociale, alors très limitée évidemment par rapport à sa classe, et puis la chute. Donc premier axe sur sa vie professionnelle et deuxième axe sur sa vie amoureuse, mais qui du coup effectivement rejoint cette question de domination puisque c'est une femme et que donc les relations aux hommes sont des relations de domination. Et les deux sont étroitement entremêlés puisque en fait à chaque période de sa vie correspond un homme qui va avoir des incidences importantes sur aussi sa vie professionnelle, et sa vie professionnelle a aussi des rapports, des incidences importante sur sa vie de couple. Donc les deux sont étroitement entremêlés. Donc c'est pour ça que oui, une femme ouvrière, les deux étant étroitement entremêlés. Un des motifs en plus particuliers de l'Assommoir, même si on aura l'occasion de revenir dessus avec l'extrait, c'est aussi que ces hommes-là qui font partie de sa vie, qui exercent une domination, on va dire, morale et psychologique, se raccrochent complètement à elle. C'est-à-dire que très rapidement, il se retrouve à être en incapacité de travailler, et donc du coup sont à la maison. D'abord un premier homme, puis un deuxième qui viendra rejoindre le foyer, et donc il y a en plus ce paradoxe-là de, alors qu'elle-même elle ramène l'argent, ce qui est censé être la fonction qui justifie la domination, à ce moment-là, il y aura ce paradoxe-là dans l'œuvre, que c'est non seulement elle qui ramène l'argent, mais en plus qui est dominée. Oui, tout à fait. Et tu viens de dire qu'ils sont en incapacité de travailler. En réalité, seul l'un des deux est en incapacité et l'autre étant simplement un parasite auprès de Gervaise. Et donc je pense que là, c'est encore plus intéressant parce que c'est pas juste une incapacité, c'est la non-envie. Et donc, ce que ça dit, je trouve extrêmement intéressant, effectivement. Une impunité. Ouais. Et quand Gervaise n'est plus à même de subvenir à ses besoins, il trouve une autre femme et une autre famille à laquelle se greffer. Tu as une formation de prof d'histoire, donc tu as parlé de l'agrégation tout à l'heure. En quoi cette lecture-là, elle est venue se renouveler au contact de ta formation, et est-ce que ça a été un rapport inverse? Alors je pense que c'est pas la seule raison, mais une des raisons qui ont fait que j'ai pas aimé ma première lecture complète de l'Assommoir, c'est que je comprenais pas bien l'intérêt de toutes les descriptions et qu'elles me semblaient particulièrement soporifiques et que du coup le livre m'est vraiment tombé des mains. Parce que en fait au début c'est intéressant, en tout cas je le percevais comme ça à l'époque, au début les descriptions sont intéressantes, mais très rapidement il y a un côté un peu redondant puisque le livre est vraiment centré autour de quelques personnages, d'un lieu spécifique qui est la rue de la Goutte d'Or. Et même si on rencontre différents types d'ouvriers, au bout d'une centaine de pages, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour. Et que donc,
en fait, toutes ces descriptions étaient finalement peu intéressantes. Et quand j'ai relu l'œuvre, donc entre mes 2 agrégations, déjà j'avais fait, du coup, effectivement, achevé mes études d'histoire. Et j'étais aussi dans le contexte de la préparation de la 2e agrégation, pour laquelle on avait le travail au programme d'histoire contemporaine, et avec une période qui comprenait celle de l'Assommoir. Donc je pense que à la fois l'évolution de ma formation, mais aussi l'intérêt que je portais à ce moment-là à cette question, ont vraiment changé le regard que j'avais sur l'œuvre. Et là, ça a été complètement différent. Ça m'a semblé vraiment très intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que dans ce lieu si restreint, on rencontre à la fois tous les types de travail, parce qu'on a du travail à domicile, on a du travail de boutique, de bâtiment, mais aussi en usine avec y a un forgeron. On a des ouvriers qui sont soit très qualifiés, soit pas du tout, du travail manuel, du travail plutôt mécanisé. On a la condition de l'homme, de la femme, on a aussi les enfants, on a les ouvriers au travail, mais aussi les ouvriers dans leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur quotidien. Donc là, en fait, ça a été l'inverse. C'est plutôt les descriptions qui m'ont vraiment intéressée. Et bon, pas plus que la trame, parce que quand même, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une vraie histoire et c'était vraiment intéressant. Mais du coup, il y a une réévaluation totale des descriptions que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Et est-ce que ça, avec du coup l'œil, on va dire, de l'historienne, de la prof d'histoire, on perçoit dans Zola un matériau rare et précieux, ou est-ce qu'il y a quand même évidemment des limites, comme toutes les sources, j'imagine, mais est-ce que la dimension romancée, etc., elle est quand même mise à distance? Quel est le regard du coup de la prof d'histoire sur le roman de Zola? Alors, je suis pas certaine de ma légitimité, parce que je suis pas du tout spécialiste de la question. Mais en fait, encore une fois, je pense que mon regard est très différent entre le moment où j'ai lu le livre, parce que quand je l'ai lu, je ne m'étais pas du tout plongée dans le programme d'histoire contemporaine de l'agrég sur le travail. Donc, je trouvais qu'il y avait une véritable richesse, avec du coup la multiplication des descriptions, etc. On sait que Zola est naturaliste, et qu'il prépare ses œuvres, alors soit avec un travail d'enquête, il me semble que là, ça n'a pas vraiment été le cas, mais que ça a plus été un travail sur des sources de première main, écrites par des personnes qui avaient été en contact avec des ouvriers, donc notamment Denis Poulot par exemple. Donc je dirais que j'ai trouvé vraiment un intérêt, parce que c'était comme un premier film, une première description vraiment de choses beaucoup plus arides qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Et puis après, quand j'ai vraiment travaillé le programme, je dirais que c'est pas tant une réévaluation des descriptions de Zola, parce que ce qu'il dit est faux, c'est plus les replacer dans un contexte de lui, il est romancier, et par exemple, si on confond ce qu'il raconte aux enquêtes sociales, qui se multiplient à partir des années 1830, donc qui, elles, sont menées avec un véritable travail de terrain sur les ouvriers, on a des résultats qui sont... des résultats, c'est pas une enquête que propose Zola, donc évidemment que ce n'est pas du tout la même chose, mais on peut quand même réévaluer certains points. Après, ce qui est intéressant, c'est pas tant les descriptions que ce qu'on peut en tirer, c'est-à-dire un regard social sur une époque, un point de vue sur ce que ça nous dit de représentation contemporaine, etc. Donc ça, par contre, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui est peut-être la force de la littérature par rapport à ces sources-là. À partir du moment où on a une éthique de travail en disant, bon, a priori, on peut faire confiance. En tout cas, la comparaison nous incite à faire confiance. Ce que permet la littérature, c'est de transmettre des émotions, de dire, quand on prend la mesure de cet état-là social, on vient peut-être une colère, on vient peut-être une profonde tristesse, ce que l'histoire, a priori, ne se donne pas comme but, précisément parce qu'elle essaye d'avoir un but, on va dire, plus scientifique. Donc, sans jugement, la littérature, elle, se permet d'avoir un jugement. Oui, après, je pense que... évidemment, l'histoire est critique et se veut objective. Malgré tout, l'histoire repose sur des sources. Or, quand on travaille sur des sources ouvrières qui racontent le quotidien des ouvriers du 19e avec le lot de misère qu'on peut retrouver chez Zola, quand par exemple c'est des récits ouvriers, puisqu'il en existe,
j'imagine qu'on peut avoir, j'ai pas du tout travaillé sur ce type de source, mais j'imagine qu'on peut quand même ressentir le même type d'émotion que quand on lit certains passages de l'Assommoir, par exemple. Zola, il parvient à avoir un peu ce truc-là, un peu à la Michelet. Michelet qui était un historien romantique et donc qui se mettait pas pour but d'avoir une méthode scientifique, etc., autant que l'histoire avec les annales, etc., si je me souviens bien de mes cours. Du coup, Zola, justement, c'est un peu où je voulais en venir, c'est que il fait advenir le statut d'intellectuel dans le paysage, et donc c'est un peu ce truc-là, c'est celui qui se dit, oui, il y a des sources, etc., oui, je mets à distance, machin, mais à un moment, merde, quoi. Enfin, il se permet de dire, il se permet d'accuser, justement, d'avoir ce truc-là, ce que l'historien peut faire avec son travail, oui, bien sûr. mais que du coup, il peut pas avoir ce point de vue surplombant. Là où tu parlais des sources, les sources, elles peuvent être en colère, on va dire, enfin, le Oui, peut faire un récit de colère. Par contre, cela, il permet de donner de l'ampleur, justement. Le génie littéraire fait advenir cette colère-là. Est-ce que, justement, cette émotion-là, elle t'a été un peu communiquée par l'œuvre ou... Encore une fois, première lecture, aucune émotion ressentie, à part un ennui très profond. Je sais pas si c'est vraiment une émotion. Ne vous découragez pas. Exactement. J'ai exactement la même expérience avec Une page d'amour de Zola en première. Je m'étais dit, tiens, je vais me la péter un peu, je vais essayer de lire du Zola pour faire genre, j'ai pas réussi. Donc non, oui, première lecture, ennui très profond. Et puis deuxième lecture, complètement l'inverse en fait. Compassion extrêmement forte envers Gervaise. Pas d'identification au personnage évidemment, parce que c'est pas possible depuis là où je me trouve aujourd'hui, mais oui, enfin vraiment de la compassion, de la tristesse, et puis même parfois peut-être une forme de colère par rapport à ce qu'elle vit, avec l'idée que elle maîtrise rien en fait, et qu'elle subit différentes choses, donc encore une fois sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, amoureux. Donc oui, toutes ces émotions à la fois. Et est-ce que ça a modifié le regard que tu portais sur le monde contemporain? Parce que très souvent, quand on a une certaine éducation, on a appris tout un tas de préjugés, en fait, qui sont le fait de notre éducation et qui sont dans toutes les éducations. Est-ce que justement, quand on vient de milieux, disons, plus aisés, on a peut-être pas l'habitude d'avoir ce regard-là. Est-ce que ça a participé à modifier un peu le regard que tu portais sur le monde, ou est-ce que tes études ont suffi à déjà faire ce travail-là? Je dirais non. Je pense pas, parce que pour le 19e, j'avais quand même déjà conscience des inégalités criantes qui pouvaient exister et de l'absence de toute réaction, en tout cas de prise en charge des pouvoirs publics au moment où se déroule l'Assommoir du Mans, parce qu'après il y aura une progressive prise en charge par les pouvoirs publics. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, non, parce qu'en fait, on sait qu'il existe encore des inégalités très structurantes et que les prises en charge sont parcellaires, mais en même temps, c'est tellement en décalage avec ce qui est raconté dans l'Assommoir que je trouve que c'est très difficile de mettre sur le même plan. Et je pense aussi que la formation d'historien en fait empêche ce genre de comparaison un peu hasardeuse, mais qui pourrait être faite sur le plan du ressenti, effectivement. Je pensais plus à des rapports de force, on va dire. Par exemple, je pensais dans Germinal, la scène très connue où tu as Hennebeau qui reçoit les grévistes chez lui. Donc le bourgeois Hennebeau, directeur, etc., qui reçoit les grévistes, avec des grévistes qui sont écrasés littéralement par tout le décorum, toutes les dorures, etc., les beaux livres, et où ils parviennent à inverser ce rapport de force. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion en me disant, mais c'est vrai que ces rapports de force-là, évidemment à plus d'un siècle de distance, demeure dans le sens où il y a toujours des gens pour en gros prendre de haut, et c'est un peu en ça que je disais, est-ce que parfois cette conscience de se dire je me rends pas compte à quel point autour de moi on continue à réagir comme ça, dans le sens de rapport de force qui pour le coup est un truc qui est un peu plus intemporel qu'effectivement les conditions très précises du 19e. Encore une fois, je dirais non, mais je pense aussi que c'est parce que je viens d'un milieu très privilégié, que je côtoie des gens qui, pour la plupart d'entre eux, sont issus soit du même milieu que moi, soit de milieux moins privilégiés, mais qui le sont quand même d'une certaine façon. Du coup, je pense que non, j'arrive pas du tout à projeter ce que j'ai pu percevoir dans l'Assommoir à notre société actuelle.
Ça a simplement accompagné une prise de conscience qui avait déjà été amorcée par tes études et qui se perpétue ensuite. Alors, comme tu as un peu évoqué la chose tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y avait aucune tentative ni même de possibilité d'identification. Alors j'imagine que du coup, à nouveau, la formation de l'histoire, de dire il faut mettre à distance, l'histoire c'était avant, ne nous lançons pas dans des comparaisons à l'heure 2, etc. Ça je comprends tout à fait par rapport aux sources historiques, etc., que ce soit un réflexe. Mais il y a quand même dans la littérature cette volonté d'emporter le lecteur avec soi. De quelle manière il t'a emporté ? Peut-être pas forcément à travers une identification au personnage, mais de quelle manière il t'a emporté, ou alors est-ce que tu as l'impression d'être resté à distance tout le temps ? Non, je pense que pour le coup, la deuxième lecture, j'ai clairement été emportée. Pas par identification au personnage, donc bon, pas à Gervaise qui est le personnage principal, mais pas non plus à d'autres personnages qu'on pourrait rencontrer dans le roman. Je pense que j'ai plus été emportée par le récit, qui en fait a sa façon et je trouve quand même haletant, parce que la première lecture que j'avais perçue comme vraiment très linéaire et avec pas d'action et j'avais l'impression qu'il se passait rien, d'où l'ennui profond. La deuxième lecture, au contraire, j'ai eu l'impression que en fait il y avait beaucoup de rebondissements, quasiment à chaque chapitre en réalité. Et donc c'est une lecture dont j'avais du mal à me détacher parce qu'on a envie de savoir ce qui va arriver à Gervaise. Alors en réalité je connaissais déjà la fin, mais du coup on se demande comment elle va y arriver, surtout que plus on progresse, la première moitié de l'œuvre en fait on voit une forme de progression, donc on se dit mais comment c'est possible qu'elle chute finalement. Et voilà, donc je pense que oui, emportée, mais pas par identification en tout cas. Mais en fait, je me demande aujourd'hui si je me suis pas identifiée à aucun point, ou même du coup, à ce que tu disais, à des éléments peut-être plus précis que juste des personnages. Je me demande si je me suis pas identifiée parce qu'à la lecture, c'était pas évident, ou alors parce que je suis partie avec un présupposé qui disait que t'es privilégié, t'es d'une autre époque, tu n'as pas la même classe sociale, tu n'as pas le même quotidien, etc. Et donc, toute identification est impossible, et que donc je suis partie en fait avec des présupposés qui ont guidé la lecture. Donc ça, j'avoue que je peux pas vraiment le redire aujourd'hui. Mais non, moi j'ai vraiment l'impression que justement, ce qui aussi m'a en quelque sorte tenu en haleine, c'est le fait de se dire qu'en fait je pouvais pas du tout me projeter, et donc j'arrivais pas à prévoir ce qui allait se passer. Parce que j'ai l'impression que quand tu t'identifies au personnage ou à certains points, t'arrives parfois à imaginer ce qui peut se passer parce que tu peux raisonner à la manière des personnages par exemple. Or là, c'était absolument impossible pour moi. Et puis bon, j'avais aussi l'impression que Gervaise parfois subit des choses et donc on peut pas prévoir parce qu'elle-même ne les prévoit pas. Donc oui, je pense que ce qui tient aussi en haleine, c'est cette incapacité à se projeter et donc de se dire qu'est-ce qui va se passer parce que je ne peux absolument pas l'imaginer. T'es un peu arrivé dans le livre comme peut arriver un journaliste Oui, tout à fait, sur une enquête, quoi. Par exemple, oui. Et on va pouvoir passer à l'extrait. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement ? Oui, donc l'extrait, il se situe à peu près aux 2/3 du roman. Alors à ce moment-là, Gervaise est mariée à Coupeau. Coupeau est un ouvrier zingueur, mais Coupeau a eu un accident de travail. Il est tombé d'un toit sous les yeux de son épouse. Et depuis, il ne travaille plus parce qu'il a pris goût à la paresse. C'est en tout cas le regard qu'on en donne. Et à la boisson. Donc Coupeau ne travaille pas, et à ce moment-là, Lantier, le premier compagnon de Gervaise, le père de ses 2 premiers enfants, qu'il a abandonné au tout début du roman, est de retour à Paris, et il se greffe au ménage Coupeau-Gervaise, ménage qui jusqu'alors arrive plutôt à s'en sortir, puisque Gervaise effectivement a ouvert une boutique de blanchisserie qui tourne, on va dire, de manière plutôt correcte, en tout cas assez pour subvenir aux besoins du ménage, alors que Coupeau ne travaille pas. Et donc, Coupeau invite Lantier à résider chez eux en échange d'une pension, que Lantier ne payera pas. Et l'extrait porte donc sur cette espèce de ménage à 3 qui s'instaure
entre Gervaise, Coupeau et Lantier. Et on précise que vous voyez zingueur, donc le zinc, Ah, le toit. Ouais, c'est ça. C'est un couvreur. Tout à fait. Entre ces deux messieurs, Gervaise ne riait pas tous les jours. Elle n'avait pas à se plaindre de sa santé, Dieu merci. Elle aussi devenait trop grasse. Mais 2 hommes sur le dos, à soigner et à contenter, ça dépassait ses forces souvent. Ah, Dieu de Dieu! Un seul mari vous esquinte déjà assez le tempérament. Le pis était qu'ils s'entendaient très bien ces matins-là. Jamais ils ne se disputaient. Ils se ricanaient dans la figure, le soir après le dîner, les coudes posés au bord de la table. Ils se frottaient l'un contre l'autre toute la journée, comme les chats qui cherchent et cultivent leur plaisir. Les jours où il rentrait furieux, c'était sur elle qu'il tombait. « Allez-y, tapez sur la bête, elle avait bon dos. » Ça les rendait meilleurs camarades de gueuler ensemble. Et il ne fallait pas qu'elle s'avisât de se rebecquer. Dans les commencements, quand l'un criait, elle suppliait l'autre du coin de l'œil pour en tirer une parole de bonne amitié. Seulement, ça ne réussissait guère. Elle filait doux maintenant. Elle pliait ses grosses épaules, ayant compris qu'il s'amusait à la bousculer tant elle était ronde, une vraie boule. Coupeau, très mal embouché, la traitait avec des mots abominables. Lantier, au contraire, choisissait ses sottises, allait chercher les mots que personne ne dit, et qui la blessaient plus encore. Personne veut de toi. Heureusement, on s'accoutume à tout. Les mauvaises paroles, les injustices des 2 hommes finissaient par glisser sur sa peau fine, comme sur une toile cirée. Elle en était même arrivée à les préférer en colère, parce que, les fois il faisait les gentils, il l'assommait davantage, toujours après elle, ne lui laissant plus repasser un bonnet tranquillement. Alors, il lui demandait des petits plats, elle devait saler et ne pas saler, dire blanc et dire noir, les dorloter, les coucher l'un après l'autre dans du coton. Au bout de la semaine, elle avait la tête et les membres cassés, elle restait hébétée avec des yeux de folle. Ça use une femme, un métier pareil. Oui, Coupeau et Lantier l'usaient, c'était le mot. Il la brûlait par les 2 bouts, comme on dit de la chandelle. Bien sûr, le zingueur manquait d'instruction, mais le chapelier en avait trop, ou du moins il avait une instruction comme les gens pas propres ont une chemise blanche avec de la crasse par-dessous. Une nuit, elle rêva qu'elle était au bord d'un puits. Coupeau la poussait d'un coup de poing, tandis que Lantier lui chatouillait les reins pour la faire sauter plus vite. Eh bien, ça ressemblait à sa vie. Ah, elle était à bonne école, ça n'avait rien d'étonnant si elle s'avachissait. Les gens du quartier ne se montraient guère justes, quand ils lui reprochaient les vilaines façons qu'elle prenait, car son malheur ne venait pas d'elle. Parfois, lorsqu'elle réfléchissait, un frisson lui courait sur la peau. Puis, elle pensait que les choses auraient pu tourner plus mal encore. Il valait mieux avoir 2 hommes, par exemple, que de perdre les 2 bras. Et elle trouvait sa position naturelle, une position comme il y en a tant. Elle tâchait de s'arranger là-dedans un petit bonheur. Ce qui prouvait combien ça devenait popote et bobonne, c'était qu'elle ne détestait pas plus Coupeau que Lantier. Dans une pièce à la Gaîté, elle avait vu une garce qui abominait son mari et l'empoisonnait à cause de son amant. Et elle s'était fâchée, parce qu'elle ne sentait rien de pareil dans son cœur. Est-ce qu'il n'était pas plus raisonnable de vivre en bon accord tous les 3 ? Non, pas de ces bêtises-là. Ça dérangeait la vie, qui n'avait déjà rien de bien drôle. Enfin, malgré les dettes, malgré la misère qui les menaçait, elle se serait déclarée très tranquille, très contente, si le zingueur et le chapelier l'avaient moins échinée et moins engueulée. Eh bien, pourquoi cet extrait, Clémence ? J'ai choisi cet extrait parce que déjà je l'ai ressenti comme le moment pivot de l'œuvre. Jusqu'à présent, Gervaise, c'est la figure de la bonne ouvrière. Elle ne boit pas, elle travaille ardemment. Elle est aussi vertueuse puisque elle est fidèle à son mari, qu'elle ne court pas les rues, etc. Donc c'est la figure de la bonne ouvrière travailleuse. Et à ce bon comportement correspond une forme d'ascension sociale dont on a parlé, puisque donc à ce moment-là, elle possède sa propre boutique. Or, le retour de Lantier va constituer un tournant dans l'œuvre, puisqu'à partir de là, Lantier va d'abord manger ses économies, il va entraîner Coupeau Coupeau boit déjà, mais en tout cas à boire davantage, et Gervaise va accepter de redevenir l'amante de Lantier. Et donc, il y a une forme de déchéance morale, du point de vue de Zola en tout cas,
En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il y a aussi une déchéance physique, puisque alors que jusqu'à présent, elle est plutôt belle, malgré qu'elle boite, etc., là, elle commence à s'empâter. On voit dans l'extrait, on nous dit qu'elle devient grasse, une vraie boule, etc. À tout ça va s'ajouter du coup progressivement une chute sur le plan professionnel, qui sera lente, mais qui va s'amorcer en fait à partir de ce moment-là. Donc première raison, parce que c'est un moment, en tout cas que j'ai perçu comme pivot. Et deuxième raison, parce que j'ai l'impression que dans cet extrait, il y a tout le sel du roman. C'est-à-dire la difficulté de sa vie aussi sur le plan personnel. Donc c'est pas juste difficile sur le plan du travail, mais aussi parce que il y a tout le quotidien en fait qui doit être géré. Et effectivement, elle a 2 hommes à sa charge, en plus de ses enfants. Donc ça rajoute encore de la difficulté. Il y a aussi, si on prend du point de vue plus historien, la diversité, je dirais, du monde ouvrier qu'on retrouve ici, puisqu'on a vraiment, peut-être pas une opposition, mais en tout cas on voit bien la différence entre Coupeau et Lantier. Coupeau étant un zingueur très mal éduqué, et Lantier étant chapelier. Et on nous dit qu'il a une bonne éducation, ou en tout cas un vernis d'éducation qui permet de faire semblant. On voit aussi la question des loisirs ouvriers, puisque Gervaise va au théâtre à la Gaîté. Donc ça nous dit aussi des choses de ce que peuvent faire les ouvriers hors du travail. Et après, je dirais qu'il y a aussi, quand elle dit que ça l'assommait, cette idée de quotidien très harassant, etc., est subie par Gervaise. Oui, on retrouve un peu la raison du titre, c'est quand même toujours sympa quand on la retrouve. Et aussi, ce que j'ai trouvé marquant là-dedans, c'est finalement la raison de cette déchéance, c'est précisément le fait que ce soit une bonne patte, en gros, qu'elle l'accepte, qu'elle se laisse assommer, en fait. Elle a essayé de sortir un peu, alors pas de sa condition sociale, parce qu'elle est restée quand même très, très en bas de l'échelle. Par contre, elle a essayé, on va dire, de s'en sortir. Elle a toujours été active, etc. Elle a joué le jeu, dans le sens où elle ne s'est pas laissée aller à la déchéance des ouvriers, à boire, etc. Elle a joué le jeu, ça a marché. Mais c'est précisément le fait qu'elle reste dans son milieu qui va aussi la faire déchoir. C'est le fait qu'elle refuse de laisser ça derrière elle. Elle aurait pu, je sais pas, refuser Lantier. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui veut la marier, qui est plutôt qui est amoureux d'elle. Je crois qu'il s'appelle Gouget. Je me souviens plus précisément du nom des personnages, mais effectivement, c'est un ouvrier forgeron, voisin de Gervaise, qui habite avec sa mère. Et lui, c'est la figure du bon ouvrier, puisqu'il ne boit pas, qu'il n'a pas de mauvaise fréquentation, et que sa vie est entièrement tournée vers le travail. Et c'est lui, d'ailleurs, qui prête à Gervaise l'argent pour ouvrir sa boutique. Donc, effectivement, après son mariage avec Coupeau, il y a une forme... en fait, presque une relation qui se noue entre eux, qui n'est pas physique, mais une relation de tendresse qu'on voit entre les 2 personnages, mais qui n'aboutit pas, alors qu'il apparaît comme celui qui aurait pu lui éviter la chute qu'elle subit, j'allais dire dont elle fait l'objet, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle l'a subie et que c'est pas de sa faute en quelque sorte, à cause des autres personnages. Oui, elle parle, je sais plus la formule exacte, mais en gros, elle parle de la force de l'habitude, de ce truc-là. C'est un peu le syndrome du pied dans la porte, quoi. C'est qu'elle n'aurait pas accepté tout ça d'un coup, mais progressivement, elle se retrouve à perdre tout et à devoir faire... Et en même temps, il y a aussi l'idée quand même de l'adaptabilité, parce qu'elle dit à un moment qu'elle arrive quand même à trouver un petit bonheur dans cette situation, qui quand même semble bien peu enviable, parce que elle parle de misère, donc on comprend que sur le plan économique, ça va pas. Elle parle des coups qu'il lui inflige, des humiliations, donc en fait on comprend que finalement ça ne fonctionne sur aucun plan, et pourtant là-dedans, elle arrive à trouver un petit bonheur et à s'adapter à la situation en disant que finalement c'est quand même mieux que de perdre les 2 bras par exemple. Donc je trouve qu'on voit aussi cette idée de s'adapter et de trouver un bonheur dans chaque situation, même les plus difficiles. Et ce qui est très relatif à peut-être la condition de l'ouvrier, justement. L'ouvrier, c'est celui qui s'adapte. Quand on subit, on est toujours en situation de s'adapter, plus qu'en situation de se révolter.
C'est aussi ce qu'il y a un peu dans... Enfin, je parle de Germinal parce que c'est l'exemple que j'ai le plus précis, mais c'est un peu ce truc-là de dire, bah, la plupart des ouvriers subissent, et plus on leur retire de droits, et plus ils continuent à subir parce qu'ils n'ont aucune force, mais quand vient la force de la révolte, et ben en fait, soit elle est réprimée, soit elle ne fonctionne juste pas, et souvent c'est un peu les deux. Donc du coup, là, il y a ce truc-là un peu dans son parcours à elle, de voir comment cette capacité d'adaptation, on va dire, de soumission, elle se manifeste également dans le quotidien. Parce qu'on voit peut-être moins les forces, on va dire, de la société à l'œuvre dans l'Assommoir, mais par contre, on voit à quel point elle se répercute dans le quotidien. Bien sûr. Et puis il y a aussi tous les mécanismes, les formes de solidarité qui peuvent exister. On a déjà parlé, par exemple, du prêt de Goujet à Gervaise pour ouvrir sa boutique, alors que lui-même, évidemment, est ouvrier, donc il n'a pas non plus des ressources très importantes. Donc oui, effectivement, ouais. Et est-ce que t'en as déjà un peu parlé de la description, de la narration, etc. C'est selon toi ce qui fait vraiment la force de Zola, a fortiori dans cet extrait-là, ce qui fait sa force, c'est cette capacité à, on va dire, un peu énumérer quelque part, mais à mettre en ordre une énumération assez précise. Je suis pas sûre, parce que je trouve aussi que quand on lit, enfin, en tout cas des Zola que j'ai lus, il y a aussi toujours ce côté très haletant du récit, qui pour moi est aussi important et aussi entraînant que les descriptions qu'il peut proposer. Et même plus dans certaines œuvres. Par exemple, le premier Zola que j'ai lu entièrement, c'est La Bête humaine. Et là, pour le coup, je pense que c'est la première fois où j'ai été autant happée par un roman de littérature, enfin, considéré comme littéraire. Et donc non, je trouve que ça aussi, c'est très important. Et je pense, pour le coup, que c'est par exemple cette différence entre La Bête humaine et l'Assommoir, parce que je m'attendais à retrouver un récit tout aussi entraînant, avec du crime, des intrigues amoureuses très importantes, très structurantes dans l'œuvre. Or, ça n'a pas du tout été ça, mais pour le coup, les descriptions ont pris le relais dans cette œuvre-là. Donc je pense aussi que ça dépend des ouvrages. La subtilité étant ici que là, la tendresse et la cruauté, en fait, c'est ce qui va amener la germination du tragique. Ce que je trouve très intéressant chez Zola, c'est que justement, on en parlait un peu avant, il se refuse à un tragique qui viendrait à dire le destin, c'était fait pour être ainsi, ou plutôt, il montre à quel point c'était fait pour être ainsi, il a des raisons sociales, parce que là, on peut très bien dire que dans le parcours de Gervaise, elle en est la seule responsable, dans le sens où elle s'est laissée déborder alors qu'elle aurait pu reprendre le dessus, etc. Mais ce que ça montre, justement, c'est que les raisons qui poussent à cette situation-là, elles sont sociales, etc. Et c'est ce qui amène ça. Évidemment, on ne peut pas dire que son mari qui tombe du toit et qui ensuite devient profiteur, que ce soit la faute de la société. Par contre, il est tombé du toit, il s'est retrouvé invalidé, il s'est retrouvé sans paye, et donc du coup, ils ont dû trouver une solution, encore une fois, s'adapter. Du coup, ce que je trouve intéressant avec Zola, c'est qu'on a une très grande force tragique. J'ai lu le résumé avant de venir. Effectivement, on voit tout le truc arriver. Rien qu'avec un résumé, on se dit putain, il est en train de se passer un truc et il n'y a rien pour l'arrêter. Mais plutôt qu'un destin tragique et un fatum, il y a ce cercle vicieux et qui montre à quel point il a des origines précisément de conditions sociales, à l'époque de manière très visible de lutte des classes. Le prolétaire, c'est pas le bourgeois, et c'est ce qui amène à ces situations-là tragiques. D'un autre côté, il y a d'autres Zola qui portent sur les bourgeois, et en fait, la mécanique est quand même relativement similaire. Oui, justement, de conditions oui, sociales. Bien sûr, oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en soi, cette trame narrative, elle aurait très bien pu prendre des bourgeois, mais même être située complètement dans une autre époque, avec des conditions complètement différentes. Mais justement, elle montre cette dimension intemporelle du rapport social qui amène tout un tas de conséquences. Et ici, on n'a pas besoin de s'embarrasser de Dieu qui déciderait pour les hommes, avec un homme qui décide de refuser la fatalité et qui finalement va l'accomplir. Mais c'est vraiment, il y a des conditions qui sont déjà présentes, des rapports sociaux, et c'était fait pour arriver, dans le sens où tant que rien ne change, c'est normal que ça arrive, quoi. C'est ce fait d'avoir mis au jour des rapports sociaux qui fait qu'ils demeurent encore une référence, ou ce sont d'autres aspects selon toi? Je pense que c'est un aspect, oui, mais en tout cas, on ne peut pas le limiter juste à cette dimension. Mais je pense que c'est un aspect important, ne serait-ce que parce que le fait de faire 20 romans, chacun sur
un milieu spécifique, un endroit spécifique, un métier spécifique. En fait, ça nous fait quasiment des monographies sur des sujets, donc c'est évidemment des ressources précieuses et peut-être du coup plus faciles à aborder quand on veut chercher quelque chose que des romans qui seraient, je n'ai pas du tout d'exemple en tête, mais sur plusieurs sujets ou plusieurs thèmes. Oui, non, mais je pense que clairement sa manière d'aborder les rapports sociaux fait que c'est encore un historien, non, un auteur, très utilisé aujourd'hui par les historiens, mais en fait j'ai pas d'autres exemples, donc j'avoue que c'est difficile du coup de prendre des points de comparaison. Parce que la seule autre référence à laquelle je pense c'est Eugène Sue, mais c'est des logiques qui sont complètement différentes, donc... Eugène Sue qui est l'auteur des Mystères de Paris, donc il s'est déguisé pour se glisser dans les bas-fonds et pour rendre compte de ça. Ce qui est peut-être d'autant plus pertinent avec Zola, c'est que justement j'ai l'impression qu'il se laisse jamais happer, comme d'autres pourraient se faire happer par l'histoire. Il décide quand même toujours de maintenir cette dimension très précise de description. Il décide de la maintenir malgré une histoire qui est en train de s'emporter, précisément pour qu'on n'oublie jamais d'où ça vient, où ça va, dans quel contexte c'est. Il ne s'agit pas seulement d'histoire passionnelle, en fait. C'est toujours une histoire passionnelle dans un contexte. Mais est-ce que ça s'est lié, du coup, au naturalisme ? Je te pose la question parce que je pense que tu t'y connais mieux que moi, du coup. Je pense que c'est lié au naturalisme et au réalisme en général, cette volonté-là de faire vrai, de rendre vrai, mais c'est pas seulement parce qu'il a été naturaliste qu'on le retient comme ça, c'est aussi parce que il s'est pas laissé avoir par la tendance inverse de dire je veux dire le vrai tout le temps. Justement, il laisse beaucoup de place à l'émotion et je pense que c'est ça qui est aussi important. Après, la notion de réalisme, la description naturaliste, elle est très propre à cette époque-là. Par contre, la dimension réaliste, elle est propre à plein de courants, parce que Stendhal, c'était un réaliste romantique. Si tu veux, Balzac, c'est un peu la même chose, surtout Balzac. C'est finalement la pertinence de ces courants-là, elle se trouve dans à quel moment on arrive à toucher du vrai, par quelle manière on touche du vrai, comme en peinture, l'impressionnisme ou le cubisme touchent à du vrai, alors qu'ils sont de courants différents. Donc je pense qu'effectivement, le naturalisme, c'est un peu lui qui l'amène, d'ailleurs, c'est assez court finalement, le naturalisme, c'est pas très long, d'ailleurs il n'a pas vraiment réussi à l'exporter au théâtre. Ça correspond peut-être aussi au fait qu'il y a le cinéma qui arrivait à cette époque-là. Le cinéma qui l'appréciait plutôt, Zola. Il soulignait à quel point c'était une révolution. Et ça m'offre une transition sur un plateau. Quel est ton rapport aux adaptations, aux autres œuvres qui pourraient te faire penser à ça, qui t'évoquent Zola? On va peut-être commencer par les adaptations précisément. Est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu en connais? Pas du tout. Je sais qu'il existe... quelques adaptations, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. J'en ai vu aucune. Et est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont fait penser à ça, des œuvres ou alors des situations, ce serait plutôt des œuvres littéraires en fait. Par exemple Les Misérables, parce que c'est très différent évidemment, ou même Eugène Sue du coup. Mais c'est pas vraiment des comparaisons du coup. C'est plus des manières différentes de décrire une classe sociale qu'une comparaison possible, parce qu'il me semble impossible évidemment de comparer l'Assommoir aux Misérables. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que Hugo avait à sa manière une éthique de travail qui était un peu la même. Je sais que pour 93 il s'était constitué une vraie petite bibliothèque historique d'archives qu'il avait été chercher lui-même afin de toucher au vrai quand même en passant par les sources. Il y avait quand même ce travail qui n'avait pas la même finalité que pour les historiens, mais un travail quand même rigoureux de comprendre une époque, de comprendre un contexte pour en donner la saveur. Dans les écrivains contemporains, je sais qu'Éric Vuillard procède comme ça. Il brasse de l'objectif sur un fait, par exemple sur 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, etc. Il rassemble de l'objectif, mais il rend du subjectif. Je trouve que c'est une démarche assez saine dans le sens où... Alors évidemment, ici, il n'y a pas de notes de pas de page, il n'y a pas la bibliographie en fin d'ouvrage, donc ça implique une espèce de confiance. Une confiance qui a cette dimension très positive que on se retrouve avec énormément d'informations qu'on peut tenir pour vraies. Aussi parce qu'elles sont vérifiables. Aussi parce qu'elles sont vérifiables. Retrouver, je crois que c'est à la BNF, le dossier préparatoire. Mais ça demande un travail, disons, supplémentaire par rapport à un bouquin d'histoire, on a les sources, ou un article, on a les sources. Et du coup, ça demande cette confiance-là.
Est-ce qu'il n'y a pas parfois, et c'est peut-être là où on peut comparer avec le travail, on va dire, un peu plus historique, parfois la crainte d'être dans un excès de confiance par rapport à l'auteur, de se dire j'apprécie tellement ce qu'il dit et la manière qu'il a de le dire, que je suis plus sûr d'être très objective sur ce que je suis en train de lire et pas forcément la possibilité de le vérifier derrière. Oui et non. En fait, je pense que ça dépend du regard qu'on applique sur l'œuvre. Est-ce qu'on y applique un regard historien, si on le travaille en tant que source, où là, il faut déployer un appareil critique, une comparaison avec d'autres sources peut-être, plus objectives, le replacer très précisément dans un contexte, ou si on y applique un regard de lecteur du XXIe siècle qui veut lire un roman dans lequel il est entraîné et pour lequel il fait volontiers confiance à l'auteur en dépit de la réalité historique. C'est plutôt la deuxième lecture qui a transformé le regard que tu as porté sur l'œuvre. Est-ce que ça a changé ton rapport ensuite à la lecture ou au reste de l'œuvre de Zola ? Complètement. Complètement parce que... Donc j'avais juste lu de Zola La bête humaine, que j'avais adoré, et ensuite L'Assommoir et Profonde déconvenue, et du coup je m'étais dit Zola, je n'aime pas, ce qui avec du recul n'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir face à une œuvre aussi complète, mais voilà, et même par rapport à La bête humaine que j'avais adoré, j'avais plus eu l'impression que j'avais adoré par rapport à l'histoire, et moins par rapport à l'écriture, au style de Zola par exemple. Et donc, j'étais assez persuadée que je relirais pas Zola. Et en retombant en fait un peu par hasard sur L'Assommoir, et en étant amenée à le lire du coup dans ce contexte, j'ai découvert que au-delà de l'histoire qui m'avait vraiment intéressée, emportée, le style de Zola était vraiment très intéressant. Alors, je suis pas du tout assez calée pour expliquer pourquoi j'ai eu ce ressenti, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me suis fixée comme objectif, pendant la deuxième année d'agrégation, de lire tous les Rougon-Macquart. Alors, j'ai pas encore fini, même si ça fait 2 ans. Mais du coup, oui. Et en fait, en relisant tous les Rougon-Macquart, donc en fait, la plupart du coup que je lisais vraiment pour la première fois, j'ai adoré dans la plupart des cas. Il y en a que j'ai pas du tout aimé, mais voilà. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, y compris sur le plan stylistique. Donc ça a vraiment quand même changé quelque chose par rapport à ma perception de l'auteur, mais aussi de son style. Et alors ce serait, si tu avais à mettre des mots, tu dis que tu n'arriverais pas à les qualifier, mais ce serait quoi ? Ce serait une ampleur ? Ce serait une... Oui, parce que c'est à la fois la capacité à partir de quelque chose de très précis, une histoire, un personnage en fait, dans un lieu très précis. Bon, ici par exemple c'est une rue parisienne, et en fait on arrive à se faire une idée de la condition des ouvriers à Paris. Alors que, sans doute, que si on avait été dans un autre quartier, les choses auraient pu être différentes. Parce que, par exemple, ici, il y a, je sais pas, l'hôpital Lariboisière qui est omniprésent, mais c'est aussi une question géographique peut-être, ou des choses comme ça. Et donc ça, je dirais que ça me l'a fait pour toutes les œuvres. Et aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, cette balance entre les descriptions qui sont très précises, très fournies, et un récit qui est toujours, en tout cas dans la plupart des cas, très entraînant, même quand la trame ne paraît pas être propice à un récit haletant ou aussi entraînant. Il y a finalement toujours un peu une activité de l'imaginaire, malgré une description très précise, on a toujours un petit effet de tache d'huile, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et même, du coup, aussi la capacité à projeter des images très précises sur des situations qui nous échappent complètement, que ce soit celle de Gervaise, mais aussi, en fait, dans tous les autres romans. En fait, Zola, en écrivant, on va dire, pour les bourgeois, la condition ouvrière, parce que même s'il y avait beaucoup de lecteurs à l'époque et qu'il a touché un lectorat ouvrier, dans un premier temps, il était quand même lu par les bourgeois, ceux-là même qui ont dit que c'était un peu trop cru, Ouais. son portrait de cette condition-là. Et du coup, en décrivant si bien un monde qui était si éloigné du leur, il en a fait quelque chose de très pérenne pour nous, lecteurs contemporains, un bon siècle plus tard, puisque le portrait était tellement fidèle que même un siècle d'écart, en fait, on est comme les bourgeois du Oui, 19e. tout à fait. Exactement. Est-ce que... Alors, là, je vais un peu plus m'adresser à la prof d'histoire. Est-ce que dans un but pédagogique, Zola, ça s'enseigne en histoire ? Oui, bien sûr. Écoute, pas plus tard qu'il y a 1 mois, j'ai donné à mes élèves de première un commentaire de texte issu de La Fortune des Rougon.
Oui, ça s'enseigne parce que déjà, ça couvre une période qui évidemment est dans les programmes d'histoire. Et parce que aussi, en fait, de plusieurs façons, on peut l'utiliser soit comme document support de cours, mais aussi comme document d'évaluation, dans le cadre du commentaire de texte, pour comprendre justement que la littérature peut être une source historienne intéressante, mais qu'il faut l'aborder en prenant conscience de certains biais, et notamment le fait que c'est une fiction. Donc oui, bien sûr. Et alors, quels sont les retours? Est-ce qu'ils sont comme toi à trouver ça illisible? Alors, du coup, c'était pas tous les Zola que tu trouvais illisibles à l'époque, mais quels sont les retours de ça? Alors, je suis pas persuadée que la plupart se ruent sur La Fortune des Rougon pour le lire maintenant, mais honnêtement, le commentaire a plutôt bien marché. J'étais assez contente parce que justement, il y avait vraiment ce travail critique et en même temps la conscience que ce qu'il dit, même si c'est pas historiquement vrai, c'est véridique. Et en tout cas, ça a un intérêt parce que ça donne des images sur une époque par un contemporain, et donc que c'est une source très intéressante. Donc, je sais pas s'ils le liront. Bon, je pense pas, parce que je crois qu'ils sont un peu traumatisés par le bac à la fin de l'année, mais en tout cas, je pense qu'ils ont apprécié. Il y a une curiosité Zola. J'espère, parce qu'on a le Second Empire au programme en première et que j'ai parlé quasiment de tous les bouquins dans les différents cours. Donc j'espère, j'ai un peu forcé. Parce que ça a vraiment révolutionné aussi peut-être ton regard sur... alors on l'a dit, pas forcément sur le monde contemporain, mais ça a quand même une influence sur alors, ta lecture de l'œuvre dans son ensemble de Zola, peut-être aussi de la lecture en général. Est-ce que tu as eu l'impression d'être meilleure lectrice ou enfin une lectrice plus assidue, plus attentive pour d'autres livres, ou est-ce que c'est très cantonné à Zola? Meilleure lectrice, je ne pense pas malheureusement. Ça m'a donné envie de relire des livres, même des livres que j'avais pas aimés. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu intéressant. Et après, c'est plus lié aux autres Rougon-Macquart que j'ai pu lire. Mais le fait de lire une aussi grande œuvre, alors je l'ai lu dans le désordre, et ça, je le regrette un peu. Mais je trouve qu'il y a... Enfin, je pense que quand même, j'avais jamais lu une œuvre aussi grande en un temps aussi restreint. Et du coup, peut-être en tant que lectrice, ça m'a quand même apporté cette espèce d'attention parce que, en fait, d'un tome à l'autre, on retrouve quand même des personnages. Donc, par exemple, dans La Fortune des Rougon, on voit la jeunesse de Gervaise. Et c'est là que j'ai découvert que sa mère, en fait, lui donnait de l'anisette alors qu'elle était enfant et qu'elle se saoulait ensemble. Pourquoi Gervaise boite? Parce que son père la battait, etc. Donc, je dirais meilleure lectrice dans le sens où ça m'a demandé d'apporter une attention peut-être plus fournie à la construction des personnages et d'une œuvre dans un sens plus complexe qu'un seul roman, au sens un ensemble d'œuvres. Est-ce que cette attention, parce que tu vis à Paris, au centre de Paris, est-ce que ton regard sur la ville aussi a pu un peu changer à la suite de ça? Alors c'est drôle parce que mon amie Margot habite rue de la Goutte d'Or, donc que j'ai fréquenté, mais non, encore une fois, je pense que c'est toujours la même incapacité en fait à projeter des éléments de ce livre sur le monde contemporain ou en tout cas sur ma réalité. Donc non, j'avoue que ça n'a pas changé mon regard. Même au niveau des bâtiments, parce que Paris reste une ville très historique. Pas loin de chez toi, une station de métro dessinée par Guimard. Alors c'est un peu plus tardif, mais c'est quand même dans cette époque-là. De retrouver des bâtiments, ça ne ressuscite pas des images. Honnêtement, malheureusement, non. Après, c'est aussi que j'ai pas relu le livre pour l'émission et que j'ai pas non plus un souvenir, je pense, assez précis. Par exemple, des bâtiments ou des lieux très précis fréquentés. Je vois la géographie globale du livre, mais pas avec assez de précision pour marcher dans la rue et me dire « Ah oui, Gervaise était là. » Oui, mais du coup, ça nous renseigne assez sur ta manière de lire. C'est pas ces descriptions-là qui sont très marquantes dans le livre, ne sont pas celles qui infusent ton imaginaire à toi, quoi. Oui, effectivement. Et on va pouvoir passer aux toute dernière partie de l'émission. Quelles sont les 2 couleurs que tu associes à cette lecture? Alors du coup, la première couleur, ce serait le lit de vin. À cause du coup de cette première lecture en classe de première qu'on avait fait et de cette ancienne couleur lit de vin, vraiment ça m'a marqué, je m'en rappelle très très bien. Donc je dirais ça.
Rien à voir avec le Jéroboam de vin rouge que tu as juste à côté de toi et que tu siffles depuis Bien le début sûr. de l'émission. Dans mon 46 mètres carrés, tout à fait. Et la deuxième couleur, ce serait le gris, qui renvoie à une forme de crasse, mais aussi, je trouve, de misère d'entre-deux. Une poussière, quoi. Oui, c'est ça. Puis même, c'est entre le blanc et le noir, donc c'est jamais vraiment tranché. Je pense que oui, le gris. Un peu une couleur un peu plus émotionnelle, quoi. C'est le statut de Gervaise, elle aurait pu être du côté du blanc, elle finit dans le noir, et donc le livre, c'est le gris. Tout à fait. Mais j'ai lu dans une préface, je crois que c'était celle de la curée, que dans la construction des romans, Zola avait donné une couleur dominante à chaque ouvrage. Donc je crois, je suis pas affirmative, mais que celle de l'Assommoir, c'est le jaune. Mais bon, je sais pas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Mais donc voilà, rien à voir avec mes impressions, mais je le souligne peut-être. Je sais pas si Mais ça... le jaune, je crois, c'est une couleur très souvent associée à Zola, il y a ce truc-là un peu Ah oui. Ouais, mais alors c'était un sujet qui avait déjà été donné, je crois qu'il y avait La Fortune des Rougons qui était au Au programme de la grecque, oui. programme de la grecque de lettres, et ils avaient donné le jaune, D'accord. je crois. Ah bon, Enfin, c'était après, peut-être pas bon, le jaune alors. L'inventivité des jurys d'Agrec est sans limite. À revoir. Sans doute pour ça. Et alors, quel serait le mot? Alors je sais bien que tu n'as pas de punchline, malheureusement. Non. On ne pourra pas faire un film à partir de l'Assommoir. À cause de toi, je pourrais pas le vendre à un producteur. Quel mot, du coup, tu associes à cette lecture? Je dirais le mot multiple. C'est pas forcément le mot le plus séduisant, mais c'est à la fois l'idée des multiples lectures que j'ai pu en faire, les multiples personnages qui chacun se nourrissent à leur façon et qui font évoluer le roman, les multiples descriptions. Ce serait, oui, l'idée de pluralité, de multiplicité. Et on retrouve l'historienne qui croise les sources, même dans son rapport à la lecture. Et enfin, toute dernière question, quelle est ta lecture du moment, si tu en as une? C'est pas un livre de littérature, je sais pas si c'est accepté. Les copies des élèves, ça compte pas. Non, c'est un livre d'histoire. C'est le livre La commune n'est pas morte, les usages politiques du passé de 1871 à nos jours, d'Éric Fournier. C'est un ouvrage qui revient sur les usages politiques et mémoriels dont la Commune de Paris a fait l'objet donc depuis 1871 jusqu'à la parution, je crois que c'est 2013, en tout cas c'est avant le bicentenaire. Voilà. D'accord, donc un siècle de... un peu plus. Tout à fait, d'usage politique. Pour plus ample information, j'espère Allez t'entendre lire sur cette Parole revue. d'Histoire, André Loès. La main est tendue. Eh ben, merci beaucoup Clémence. Merci. À la fin des Rougon-Macquart, le grand critique Jules Lemaître avait fait un très bel article où il avait salué Zola en disant « Monsieur Zola nous aura donné avec ses Rougon-Macquart une épopée de la bestialité humaine ». Le mot épopée avait fait plaisir à Zola parce que épopée, quoi, c'est Dante, c'est Homère. Bestialité humaine lui avait déplu parce qu'il s'était dit « c'est pas vrai. Je ne suis pas simplement un homme qui a montré la bête humaine », c'était un de ses romans, comme vous savez, mais il y a dans tous les romans de Zola, si vous faites attention, j'ai fait une étude là-dessus, dans tous les romans, il y a au moins un être qui représente une espérance et une pureté. Alors j'aime pas qu'on dise de moi que je suis l'homme de la bestialité humaine.